Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog de lecture. On est quand même mi-novembre quand je vous reprends, on est le 14 et je viens parce que j'ai reçu un petit colis que je voulais unboxer avec vous. Je sais déjà ce que c'est puisque je me doute, on va dire, j'ai vu que c'était de la part des éditions Cherche Midi avec qui je suis en partenariat comme vous le savez. Et donc j'avais très hâte de recevoir ce livre. Donc on va le déballer ensemble. Alors, oui, c'est ça. Ah, trop bien. Je suis contente. Donc, il s'agit des meurtres pour retrouver son calme. C'est le tome 3 des meurtres zen, la saga des meurtres zen de Karsten Duse. Donc, c'est bien au Cherche Midi. Alors, je vais pas trop vous lire la quatrième de couverture parce que je voudrais pas vous spoiler vu que c'est un tome 3. Mais j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. Donc, le premier, c'était des meurtres pour lâcher prise. Attendez, je vais vous le chercher. Non, c'était pas ça. Le premier tome, c'était des meurtres qui font du bien. Donc c'était celui-ci, le premier tome. Le tome 2, je ne l'ai pas à ma possession parce que je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle le lise. Mais voilà, c'est vraiment un espèce de cosy mystery au masculin, j'ai envie de dire, qui croise à la fois un univers de mafieux avec le développement personnel, puisqu'on va suivre dans ce premier tome notre avocat qui s'appelle Bjorn, qui est dont le principal client, on va dire, c'est un parrain de la mafia locale, et il est très stressé par son boulot, etc. Et sa femme lui met un ultimatum pour que soit il va voir un coach en développement personnel pour régler ses soucis, soit elle le quitte, donc il n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop envie d'y aller, mais il va quand même voir ce coach et donc va s'ouvrir à lui cet univers du développement personnel, de la méditation en pleine conscience, des notions comme les îlots de temps, l'enfant intérieur, ce genre de choses qui vont beaucoup lui parler. Et donc sans faire exprès, un peu malgré lui, il va commencer à commettre des meurtres qui font du bien pour sa santé mentale en fait. Pour préserver sa santé mentale, il va commencer à tuer des gens, à semer des cadavres sur sa route. Et c'est hilarant, c'est super bien écrit, c'est assez cocasse. Moi j'aime beaucoup cette saga. Donc voilà, et ce tome 3, j'avais très envie de le lire parce que on va être en plein pèlerinage du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc moi qui aime beaucoup la rando, comme vous le savez, je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner avec Bjorn qui va faire donc ce chemin. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas à mon avis ça promet d'être assez drôle. Donc merci beaucoup à Cherche Midi et je vous en reparlerai évidemment quand je l'aurai lu. Est-ce qu'on apprécie l'effort d'éclairage, hein? Parce que maintenant on est en hiver, il fait nuit quand je rentre du boulot, donc j'ai essayé de faire des trucs là, vous voyez. Le son et la lumière. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. S'il y a des gens qui ont des conseils à donner, je suis preneuse. Ça me fait un peu un teint blafard, mais enfin. Je peux changer de couleur aussi si vous préférez. Il y a du rouge, du vert, rouge on voit pas trop, vert, bleu, jaune, bleu clair, rose. Rose j'aime bien. Et ça c'est quoi? Ah tu peux changer, ok. Non rose c'est pas mal non? Vous aimez ou pas? Ça rappelle un peu le violet de ma charte graphique. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon les gars, il faut absolument que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui, enfin même hier, ça a commencé hier, donc aujourd'hui on est le 15 novembre, donc je vous reprends suite à mon rush d'hier. Et en fait, ce qui s'est passé, mais anecdote de dingue, franchement, je suis partie dans un délire paranoïaque incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier après-midi, donc j'étais, je sais pas, il devait être 16h30, 17h, j'étais au boulot, et puis tout d'un coup, je commence à avoir plein de notifications Instagram sur mon compte Instagram, de gens qui s'abonnent, mais genre une bonne dizaine, une douzaine de comptes qui s'est abonné à mon compte en une demi-heure. Et je me dis quand même, c'est bizarre, quoi, c'est pas quelque chose qui arrive, surtout que ces derniers temps, ces derniers mois, mon compte Instagram avait plutôt tendance à baisser. Je me dis peut-être que c'est aussi une politique d'Instagram de peut-être enlever les faux comptes, les comptes inactifs, ce genre de choses. Donc c'est vrai que mon compte Instagram a tendance un petit peu à baisser en termes de nombre d'abonnés. Mais là tout d'un coup, une bonne dizaine de nouveaux comptes
Je trouvais ça bizarre, puis ça a continué un petit peu le soir et tout. Ça s'est calmé aux alentours de 20h, 21h. Et puis je vais me coucher. C'est vrai que je me pose la question de me dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que quelqu'un a parlé de moi, je ne sais pas. Je vais me coucher et ce matin, j'ouvre mon compte Instagram et là, pareil, une bonne quinzaine d'abonnements pendant la nuit. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on m'a piraté mon compte? Je regarde un petit peu les nouveaux profils, enfin les profils qui se sont abonnés à mon compte pour voir si c'est pas des fakes. Ils m'ont l'air quand même assez réels. Certains sont en privé donc je peux pas voir, mais il y en a qui ont des photos qui ont l'air de vraies photos de la vie de tous les jours quoi. Mais je vais jusqu'à penser que peut-être c'est des trucs qui sont générés par l'IA en mode hyper réaliste et tout, mais comme je vois la date qui remonte à avant l'événement de OpenAI, Midjourney, ce genre de choses, des posts qui datent de 2019-2020, je me dis c'est pas ça, ça a l'air réel et tout, mais s'il faut on m'a piraté mon compte, ou alors on fait de l'achat de faux abonnés pour me nuire, enfin, je suis partie dans un délire total parce que j'avais aucune mention, enfin sur Instagram il n'y a personne qui m'avait mentionné, qui avait parlé de moi, enfin en tout cas j'étais pas au courant. Donc je commence à psychoter comme pas possible, je fais une story pour dire voilà je suis inquiète, je comprends pas, j'ai plein de nouveaux abonnés là tout d'un coup, est-ce que quelqu'un a parlé de moi, est-ce que je me suis fait pirater, si quelqu'un a une idée, je suis preneuse quoi. Et sur ce, il y a un de ces nouveaux abonnés qui me répond en me disant ben en fait il y a un journal belge qui s'appelle La Dernière Heure qui a fait un article dans lequel tu es mentionné, enfin ton compte Instagram est mentionné. Et donc il m'envoie le lien, très gentil, hein, il m'envoie le lien pour que j'aille lire cet article. Donc je vous le mettrai ici, le lien de cet article. Je ne connaissais pas du tout ce journal belge. Et effectivement, il m'avait mentionné. Alors bon, ils ont mis que je m'appelais Aurélie dans l'article, alors que bon, c'est Camille. Mais c'est pas bien grave. J'ai envie de dire, si ça me fait de la pub, tant mieux. Parce que vraiment, mais j'étais pas au courant de ça. Et en fait, ils ont fait un article sur 5 comptes Instagram à suivre si vous voulez avoir des idées de lecture. Et je suis la première citée parmi d'ailleurs cette liste de 5. Et je suis très flattée vraiment, mais voilà, j'étais soulagée de me dire il y avait une explication rationnelle. Je m'étais pas du tout fait pirater parce que moi entre temps je commençais à psychoter, j'ai activé la double authentification, enfin l'identification à double facteur, enfin des trucs. Bref, faites-le quand même, on sait jamais, n'attendez pas qu'il y ait un problème ou un faux problème pour le faire. Mais vraiment incroyable quoi. Et donc voilà, j'ai eu d'autres nouveaux abonnés qui sont arrivés tout au long de la journée comme ça. Et voilà, j'ai refait une story en leur disant c'est bon, j'ai l'explication, mystère résolu. Il s'agit d'un article, donc j'ai remis le lien, etc. En disant ben, bienvenue aux vrais nouveaux abonnés, hein, comme vous pouvez le voir, je lis beaucoup de thrillers, mais je suis une piètre enquêtrice. Enfin voilà, c'était un petit peu l'anecdote du jour, c'était incroyable ce qui m'est arrivé, mais je m'attendais vraiment pas à ça, surtout que c'était une citation complètement spontanée, je n'étais pas du tout au courant, j'ai pas payé pour ça, rien du tout. Donc vraiment c'était chouette, en plus je suis aux côtés notamment de Mademoiselle Lee ou de Audrey du Souffle des mots, donc c'est plutôt chouette. Donc ça prouve que mon travail ici ou ailleurs ou sur Instagram plaît, donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs si vous me suivez pas vous sur YouTube, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à venir parce que visiblement il se passe des choses incroyables sur Instagram. Enfin voilà, je suis soulagée, contente, reconnaissante même. Et voilà, ben merci beaucoup aux journalistes de La Dernière Heure parce que vraiment c'était une bonne surprise. Voilà pour ça, je vous reprends plus tard. Hey salut, je vous reprends, on est lundi 20 novembre. J'ai terminé un livre depuis la semaine dernière et je voulais vous en parler. Donc il s'agit de La Route du Lac de Xavier Massé. C'est publié aux éditions Tornada qui m'avait gentiment envoyé ce livre. Donc on est sur un thriller français plutôt sympathique. J'ai bien aimé cette lecture, ça restera pas le thriller de l'année, mais j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. Donc pour l'histoire, on est à Blache, dans un petit village français où il y a très peu d'habitants, tout le monde se connaît, c'est plutôt tranquille. Et tout tourne autour d'un lac
qui a été construit artificiellement par la mairie. Donc c'est un lac qui se situe en forêt avec notamment un bar non loin de la plage, etc. Et on va suivre 3 amis d'enfance. Donc on a Mylène, Thomas et Benjamin qui se retrouvent une soirée, voilà, un samedi soir. Ils sont jeunes étudiants, ils ont à peu près 19-20 ans et se retrouvent pour la soirée d'anniversaire de Benjamin ce samedi soir dans ce bar au bord du lac. Et lors de cette soirée, en fait, il va se passer quelque chose. Les 3 amis vont disparaître, un des 3 va être retrouvé mort, visiblement la police penche plutôt pour un meurtre. Un autre a été retrouvé errant dans la forêt avec une amnésie de ce qui s'est passé. Et le 3e est toujours porté disparu, on ne le retrouve pas. Donc on va missionner donc 2 enquêteurs qui vont venir dans ce petit village pour essayer de questionner les habitants, les parents aussi des 3 acolytes. Et on va découvrir toute une galerie de personnages et notamment la mascotte du village qui n'est autre que Rémi. Rémi, c'est un jeune garçon d'une dizaine d'années qui est déficient intellectuel et qui est fan des années 80. Donc on a toute une référence à Retour vers le futur, Ghostbusters, tous ces films des années 80, un peu à la Stranger Things. Donc c'était plutôt chouette. Ce personnage de Rémi est très attachant, un peu haut en couleur parce qu'il est un peu dans son monde, il est hyper bienveillant avec tout le monde, il fait des câlins, des free hugs, il a toujours son casque vissé sur ses oreilles en train d'écouter des musiques des années 80 et de danser en se baladant, ce genre de choses. Tout le monde l'apprécie et c'est vrai que c'est quand même un personnage central dans cette histoire. Alors je peux pas vous dire le dénouement de pourquoi, du comment, machin. C'est vrai qu'on est quand même sur une écriture qui est très cinématographique ou très visuelle. Donc ça c'est... Voilà, si vous aimez quand même un rythme qui avance, ce genre de choses, avec des descriptions qui sont assez visuelles, vous allez être servi dans ce livre. C'est plutôt bien écrit, les chapitres sont courts, ça s'enchaîne plutôt bien, l'écriture est fluide. Après, voilà, j'ai bien aimé tout le début avec la mise en place de l'intrigue, les personnages, ce petit village, etc., les enquêteurs qui débarquent pour essayer de comprendre. Par contre, le dénouement, enfin toute la partie, la deuxième partie où on est sur la résolution de l'énigme, j'ai trouvé ça un peu trop fouillis. Il y avait beaucoup de choses qui partaient un peu dans tous les sens. Et bon, l'explication finale tient la route, mais enfin j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux et pas toujours très réaliste. Mais bon, ça fait le taf, j'ai passé un moment de lecture, ça se lit vite, il fait même pas 300 pages, donc voilà. Voilà, plutôt lecture sympathique, avec ce personnage de Rémi qui est super intéressant. Et puis voilà, après ça restera pas gravé dans ma mémoire à tout jamais, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, c'en est tout pour moi pour l'instant, je vous reprends plus tard. Ciao! Salut le vlog, je vous reprends en super longtemps. Pour vous ça fait à peine 1 seconde, mais pour moi ça fait quand même plusieurs jours voire semaines que je ne vous ai pas pris puisqu'on est le jeudi 7 décembre. Et ça faisait un petit moment que j'étais pas revenue, tout simplement parce que j'étais malade, mais une maladie genre la crève carabinée. J'étais déjà malade dans le précédent vlog, mais je sais pas, un mois après, boum, rebelote. Et cette fois-ci, ça m'est tombé dans les branches, donc impossible de parler à la caméra et de toute façon je n'avais pas l'énergie. Donc je vous reprends seulement maintenant, mais j'ai pas mal de choses à vous parler, donc je n'ai pas chômé pour autant. Donc par quoi on commence? On va commencer par cette lecture que j'ai terminée. Donc c'est Beauté fatale de Mona Chollet, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Donc c'est aux éditions La Découverte Poche. Donc c'est un essai féministe qui va nous parler de tout ce qui est diktat de la beauté faite aux femmes. Mona Chollet s'interroge sur tout ça, sur c'est quoi être une femme, c'est quoi la féminité, qui est-ce qui le décide,
c'est quoi les codes, elle va interroger aussi toute l'industrie autour de la publicité, du marketing, du cosmétique, des magazines féminins, mais aussi de la mode, du mannequinat, etc. Donc c'était plutôt intéressant. C'est un essai qui a été initialement publié en 2015, donc c'était bien avant la vague féministe de MeToo. Et pour le coup, en fait, il y a certaines notions que moi je connaissais déjà, que j'avais déjà lues ailleurs ou vues, et donc forcément ça faisait un peu une redite et j'ai pas découvert des choses que je ne savais pas. Je pense que si je l'avais lu à l'époque de sa sortie, peut-être que du coup j'aurais appris plus de choses, enfin ça aurait eu plus d'impact que de le lire maintenant. C'est un livre qui a traîné sur ma table de chevet pendant quand même 2 mois. Alors non pas qu'il n'était pas bien, mais les essais de Mona Chollet, c'est vraiment toujours très dense. C'est assez documenté, il faut quand même avoir de l'espace mental pour ingurgiter les informations. Et j'avoue que j'avais pas toujours ni le temps, ni l'énergie en fait à consacrer à ce livre. Donc c'est vrai que je le picorais un peu de temps en temps. Pour autant, j'ai bien aimé les réflexions, notamment autour du métier de mannequin qui est souvent glamourisé et qui au final, t'es juste un cintre en fait. Et c'est assez horrible, il y a des témoignages de mannequins qui sont assez glaçants. Toute l'industrie autour du marketing et de la publicité, comment est-ce qu'aussi on te vend des choses. Alors je sais plus si c'était dans ce bouquin ou ailleurs que je l'ai vu, mais il y a quand même une invention incroyable du marketing qui consiste par exemple à l'épilation. L'épilation, je crois pas que Mona Chollet en parle ici, mais peu importe, je digresse, c'est pas grave. L'épilation, c'est quelque chose qui s'est démocratisé seulement depuis la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40-50 on va dire. Avant, les femmes ne s'épilaient pas vraiment, enfin c'était pas la norme, et ça l'est devenu. Maintenant c'est impensable d'avoir une femme avec des poils sur les jambes ou sous les bras, et pour autant c'est une invention quelque part du marketing de nous vendre des crèmes dépilatoires, des épilateurs, des séances chez l'esthéticienne, des rasoirs, etc. pour un truc qui par essence même, par nature, repoussera de toute façon. Donc en fait c'est vraiment l'éternel recommencement et quelque part tu passes du temps et tu dépenses de l'argent pour ça. Comme par exemple l'industrie du cosmétique qui te crée des complexes pour ensuite te vendre une crème miracle qui miraculeusement fera disparaître ce complexe qu'elle a elle-même créé chez toi en fait. Enfin, c'est un truc de dingue quoi. Et quand on déconstruit tout ça, on se rend compte que quand même on marche un peu sur la tête, on dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent dans quelque chose qui quelque part est un peu voué à l'échec. Notamment le diktat de la beauté, c'est être jeune, être mince, être blonde et être blanche. Des fois c'est juste pas possible. Et lutter des trucs anti-âge, mais en fait tu peux pas lutter contre le vieillissement, tout le monde vieillit, à moins que tu t'appelles Benjamin Button. Mais enfin bon, il y a des trucs comme ça qui t'amènent à réfléchir, donc c'est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi toute la réflexion autour de la jupe, qui est le symbole de la féminité. Mais pourquoi la jupe? Parce que c'est pas un carcan social. Moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai une histoire particulière avec la jupe ou la robe. Puisque, faut savoir, bon, petite anecdote personnelle, je digresse encore. Mais voilà, quand j'ai eu 8 ans, enfin j'étais à l'école primaire, et il y avait un jeu à la cour de récré qui était très populaire à l'époque. C'était que les petits garçons s'amusaient à soulever les jupes des filles pour voir leurs culottes. Et ça c'était pas... Enfin je veux dire c'était le jeu à la mode. Et alors moi j'ai pas du tout été victime de ça, mais je crois que je l'ai vu faire dans la cour de récré. Des petits garçons qui se sont amusés à soulever les jupes d'une fille pour voir sa culotte, et j'avais été tellement empathique envers cette petite fille qui était humiliée en fait, qui a été violée dans son intimité, et ça m'avait tellement choquée que depuis ce jour-là, j'ai toujours refusé de porter une jupe ou une robe, au détriment voilà, de ma mère, de mes sœurs, de mes copines qui ne comprennent pas ça et qui me harcèlent depuis 25 ans pour que je mette des jupes ou des robes, et que je leur dis que non. Ma mère qui insiste en me disant mais oui, mais tu serais plus féminine si tu mettais des robes, des jupes, si tu te maquillais, si tu portais des talons, tous ces symboles de la féminité. Mais au final,
qui décide de ça? Pourquoi est-ce que ce sont des symboles de la féminité? Je réponds souvent à ma mère, est-ce que quand tu me regardes, t'as l'impression que je suis un homme? Elle me dit non. Je dis donc je suis une femme, je suis féminine, mais je le suis à ma manière, pas à la manière stéréotypée. Et ça, elle a beaucoup de mal à le comprendre. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai beaucoup subi de critiques, enfin de critiques, comment dire, ouais, de reproches, pas méchants, mais une incompréhension, on va dire, surtout de la part des femmes, de mon entourage, ma mère, mes soeurs, mes copines, comme si je me pliais pas aux règles, en fait, comme si quelque part j'étais pas solidaire avec elles qui devaient se plier aux règles et que moi je choisissais de ne pas de m'y soustraire en fait, et ça crée pas une tension, une incompréhension, c'est pas malveillant, mais enfin voilà, il y a toujours cette question là et ouais, c'est comme si j'étais traître à la cause féminine, alors que justement je refuse de me plier aux règles parce que j'ai très vite senti qu'il y avait un piège, un truc un peu puant comme ça. Je pense pas l'avoir formalisé, l'avoir verbalisé comme ça à hauteur de mes 8 ans, mais j'ai senti quand même qu'il y avait un peu un piège là-dedans. Et j'ai très tôt refusé de m'y soumettre, tout simplement. Et ouais, parce qu'en fait, on a déplacé le problème. Moi j'ai l'impression qu'on a déplacé le problème de dire on cantonne les femmes à la cuisine, au foyer, à s'occuper des enfants. Maintenant on les cantonne à la salle de bain. Et tout le temps qu'on passe à la salle de bain à s'apprêter, c'est du temps qu'on ne passe pas ailleurs, à faire des choses intéressantes, à s'éduquer, à, je sais pas, développer notre carrière, développer nos compétences. Voilà, donc c'est des réflexions. Petit bémol quand même sur... j'ai levé un petit peu les yeux quand Mona Chollet n'arrêtait pas de s'agacer contre le magazine Elle ou contre la série télé Gossip Girl. J'avais envie de lui dire, si tu n'aimes pas, si tu n'apprécies pas, ne regarde pas, ne te fais pas du mal pour rien. Ça c'est quelque chose que moi je pratique au quotidien et qui est valable aussi sur les réseaux sociaux, partout. Si tu n'aimes pas un contenu ou quoi, mais ne regarde pas, juste ne te fais pas de mal, quoi. Passe ton chemin, il y a tellement de choses à voir. Mais après, je comprends que dans le cadre des recherches et de faire un essai sur ça, on est obligé d'aller voir des sources qui ne nous plaisent pas forcément. Bon, d'un côté, voilà, je comprends. Enfin voilà, c'est quand même intéressant parce que ça nous fait nous poser plein de questions et voilà. Dans ce sens, je trouve que quand même, c'est important de le lire, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, peu importe. Oh, j'ai été coupée par ma carte SD qui me disait « tu parles trop ». Enfin bon, peu importe, je disais peu importe où est-ce qu'on en est sur notre chemin de la déconstruction du féminisme, je pense que c'est vraiment un livre à mettre entre toutes les mains. Après c'est quand même exigeant comme lecture, voilà. Mais moi j'aime bien Mona Chollet, je comprends certains qui trouvent que le lecteur se fait engueuler, mais faut pas le prendre personnellement en fait. C'est normal que des fois on soit un peu excédé en tant que féministe. Je pense que Mona Chollet est aussi excédée et elle s'exprime. Tout simplement, elle engueule pas le lecteur. Enfin moi je l'interprète comme ça. Après voilà, chacun son avis. Et comme vous le pouvez le voir aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai mis les décos de Noël. Voilà, j'ai enlevé le mode automne et j'ai mis les décos de Noël. Voilà, ça met une petite ambiance cosy qu'on aime bien. Je voulais aussi vous parler d'une série, on passe du coq à l'âne, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. C'est totalement décousu, mais c'est pas grave. Une série qui était sur Netflix et que j'ai visionné, alors c'est une mini-série, je sais plus, il y a 8 épisodes je crois. C'est une adaptation d'un livre que j'avais bien aimé qui s'appelle Une famille presque normale. Donc le livre c'est de N.T. Edwardson. Encore une interruption décidément, c'était les calendriers, hein, voilà on est dans la période. Je ne sais plus ce que je disais, oui je disais que j'avais beaucoup aimé le livre avec c'était un thriller un peu psychologique et familial qui était vachement intéressant et l'adaptation était hyper fidèle, franchement j'ai rien à redire, c'était vraiment top. Donc pour l'histoire, je vous refais rapidement un petit pitch. On va suivre une famille de 3 personnes, donc on a le père qui est pasteur, la mère qui est avocate et la fille de 19 ans qui a pas voulu faire des études supérieures, qui bosse comme serveuse dans un café et qui met de l'argent de côté parce qu'elle a un rêve, c'est de partir faire un voyage en Amérique du Sud, alors je sais plus quel pays, Argentine, Brésil, mais en Amérique du Sud. Et un jour elle va
les parents vont apprendre que leur fille s'est fait arrêter par la police et qu'elle est accusée du meurtre de son petit ami qui a été retrouvé poignardé dans un espace public, dans un parc. Il me semble que dans le livre c'est dans une aire de jeu pour enfants, mais dans la série c'est un parc. Et donc ils vont tout faire pour essayer de protéger leur fille et découvrir ce qui s'est passé. C'était assez psychologique, on a les différents points de vue, l'alternance des points de vue du père, de la mère, de la fille, qui est en détention provisoire en attendant son procès, et c'était vraiment top. Le final était, enfin pour moi je m'y attendais pas en fait, et c'est super bien fait aussi dans la série, donc voilà, si vous savez pas quoi regarder en ce moment, que vous cherchez une mini-série pour passer votre week-end sur Netflix, ben n'hésitez pas, c'est plutôt pas mal. Je continue avec une autre lecture que j'ai terminée. Il s'agit de Maid de Stephanie Land. Donc c'est publié aux éditions Globe. C'était ma copine Laura qui m'avait prêté ce livre en me disant tu verras, c'est vachement poignant. Et en plus ça a eu une adaptation en série, aussi mini-série sur Netflix, donc je vous en parlerai après. Donc pour le livre, on va suivre, donc c'est une histoire vraie de Stephanie Land qui va raconter ses années où elle était femme de ménage. En fait, on la suit au départ. Elle a une petite vingtaine d'années et elle tombe enceinte alors qu'elle projette d'aller à l'université, de faire sa rentrée à l'université. Elle tombe enceinte un peu par accident et elle décide de garder le bébé. Ça va bien sûr pas plaire à son petit ami de l'époque. Et on est quelques années plus tard, les parents vont se séparer, notamment parce que lui est un peu violent, un peu alcoolique. Elle décide de partir en pleine nuit, elle ne sait pas où aller, elle va trouver refuge dans un centre d'aide pour les femmes battues, puis ensuite elle va déménager dans un centre pour sans-abri. Elle est pauvre, elle n'a pas de travail, elle a un enfant en bas âge à charge, sa fille Mia, et elle ne sait pas comment s'en sortir, d'autant plus que sa famille ne l'aide pas vraiment. Sa mère est à l'étranger avec son nouveau mari, son père est aussi très pauvre et vit un petit peu à la ramasse, donc elle est vraiment seule au monde et elle ne sait pas comment s'en sortir, elle a besoin des aides sociales, etc. Et c'est vraiment hyper poignant au début de te dire qu'en fait elle est dans les méandres de l'administration pour avoir des aides, pour s'en sortir, et c'est un travail à plein temps. Elle le dit, je crois, être pauvre c'est un travail à plein temps. Elle a plein de rendez-vous avec des assistantes sociales, avec plein de papiers à remplir, enfin c'est très compliqué. Elle va essayer de s'en sortir, en fait c'est tout son parcours pour essayer de s'en sortir. Son ex-compagnon essaye aussi de mettre des bâtons dans les roues pour récupérer la garde de leur fille. Elle essaye de se battre aussi pour ça, et forcément quand tu es sans abri et que tu n'as pas de travail, c'est compliqué de garder la garde de ton enfant. Donc elle va commencer à faire des ménages, à être recrutée par une entreprise de nettoyage de femmes de ménage, et donc elle va raconter un petit peu aussi la vie, ce qu'elle interprète de la vie des gens à travers leur maison en fait. Elle va donner des petits surnoms aux maisons dans lesquelles elle travaille. Et voilà, elle va raconter son histoire et l'histoire un peu de ces gens, certains qu'elle croise, avec qui elle se lie dans une belle relation, et d'autres qu'elle ne voit jamais, d'autres qui sont peut-être aussi un peu méprisants avec elle, qui ne la considèrent pas, qui l'invisibilisent. Enfin voilà, c'est tout ce parcours du combattant en fait, de cette femme qui est pauvre mais qui essaye de s'en sortir, et qui va aussi prendre des cours du soir à l'université, qui va avoir un rêve, c'est d'aller à Missoula pour habiter dans cette ville qui semble incroyable. Et voilà, tout ce qu'elle entreprend, toutes les galères qu'elle a, le problème de logement aussi, l'insalubrité, l'humidité, la moisissure, les problèmes de santé de sa fille qui en découlent, enfin voilà, toute cette galère qu'elle a au fil de sa vie, et comment est-ce qu'elle s'en sort. J'avoue que quand j'ai commencé ce livre, on est face à une écriture qui est très dense, qui est très descriptive, et pesante aussi, qui est plombante. Le sujet est très difficile. Moi, c'est quelque chose qui me trigger vraiment en fait, la précarité. C'est autant on peut me mettre des tueurs en série, des monstres, des serpents, des araignées, des clowns tueurs dans les livres ou dans les films, je m'en fiche, ça ne me fait pas peur.
autant la pauvreté, la précarité, c'est quelque chose qui m'effraie. De terminer, de vivre sous un pont, enfin, j'ai toujours eu peur un peu des SDF, c'est pas leur faute, hein, mais depuis que je suis toute petite, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Et je pense que le fait d'avoir lu aussi l'Assommoir de Zola, où on voit la déchéance de Gervaise qui sombre dans la misère, dans la précarité, ça m'a vraiment traumatisée, ce livre. Et là, forcément, ça touchait à une de mes peurs. Et j'ai pensé à abandonner ce livre au début parce que c'était très compliqué pour moi de le lire. Mais je me suis accrochée en me disant non, quand même, c'est important, c'est un sujet qui est important, il y a des phrases qui sont criantes de vérité. Finalement, on s'y habitue à la plume, on s'attache à cette Stéphanie parce qu'elle donne vraiment son vrai prénom, enfin, c'est vraiment elle dans une biographie, j'ai envie de dire. On s'y attache, on a envie qu'elle s'en sorte, on galère avec elle et voilà. Et c'était pas une lecture facile pour moi, mais j'y suis arrivée au bout, j'ai même un petit peu versé ma larmonnette en refermant ce livre. Donc je dirais que c'est quand même une bonne lecture. En tout cas, c'est une lecture qui m'a marquée, qui m'a impactée. Et puis j'ai regardé aussi avec mon copain, c'était un des challenges de Guimos dans le Pumpkin Autumn Challenge, c'était aussi de partager soit une lecture commune, soit un film, série, etc. Donc j'ai décidé de regarder l'adaptation Made sur Netflix avec mon copain. Et alors, je dirais pas que c'est fidèle à 100% puisque déjà il y a eu beaucoup de changements dans le scénario. Le personnage principal ne s'appelle pas Stéphanie, elle s'appelle Alexandra, je crois. Alexandra, sa fille ne s'appelle pas Mia mais Maddie. Enfin, même le prénom de son ex-compagnon, c'est pas Jamie mais c'est Sean. Elle a une mère dans la série qui est là, qui est présente physiquement mais qui est complètement absente parce qu'elle est dans son délire ésotérique d'artiste et elle est absolument pas fiable. Voilà, il y a quand même beaucoup de différences, il y a des scènes qui sont complètement inventées. La scène du chien, enfin bon, vous verrez là, si vous regardez la série, vous savez, il y a des scènes qui sont complètement inventées, qui sont pas du tout tirées du livre. Certaines scènes sont aussi reprises du livre, comme la scène du burger. Oh là là, cette scène du burger m'a mis tellement mal à l'aise quand j'ai lu dans le livre et dans la série. Bon, dans la série j'étais un peu plus préparée parce que je savais de ce qu'il allait se passer, donc, mais en le lisant dans le livre c'était vraiment horrible. Et voilà, donc c'est un peu différent en fait. La série, elle est bien réalisée, on comprend bien l'essentiel du propos. Mais par contre, c'est vrai que la Alex, le personnage principal dans la série, est peut-être un peu moins les pieds sur terre, je dirais. En tout cas, elle fait les mauvais choix. Et ça avait le don d'énerver mon copain qui lui ne comprenait pas. Il disait mais c'est pas possible. Elle a des gens qui l'aident et elle va toujours vers les mauvaises personnes. Elle le fait exprès. Enfin, voilà. Et il s'énervait contre ce personnage principal, notamment avec des scènes qui étaient rajoutées dans la série qui sont pas dans le livre et qui du coup décrédibilisent un petit peu le personnage aussi. Enfin, j'ai trouvé. Et je lui disais mais oui, mais dans le livre c'est pas comme ça. Le livre c'est un peu plus réel, on va dire. Que la série c'est un peu plus romancé, fictionnalisé avec des rebondissements, etc. Mais voilà, la série est quand même plutôt bien adaptée, donc je vous recommande le duo, pourquoi pas. En tout cas, voilà, c'était quand même une lecture pas évidente, que j'ai failli abandonner, mais j'ai bien fait de m'accrocher. Voilà. Bon, c'est pas tout, mais on va quand même ouvrir cette enveloppe que j'ai reçu tout à l'heure dans ma boîte aux lettres, et je trouve d'ailleurs l'enveloppe, le carton assez qualitatif. Je sais ce que c'est puisque c'est une proposition de service presse qu'on m'a faite sur Instagram. C'est de l'auto-édition slash maison d'édition, enfin je pense que c'est une agence ou une maison d'édition qui essaye d'aider les auteurs pour de l'auto-édition. Je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, j'ai accepté, c'est un roman de fantasy. On va l'ouvrir, un trêve de suspense. On va l'ouvrir du premier coup. Waouh! Ah, c'est bien emballé, dis donc. C'est dans une pochette, pochette à bulles. Très très belle, très bien emballé. Au moins, il est bien protégé. C'est un tout petit livre, c'est pour ça aussi que je l'ai accepté, parce que je pense qu'il va vite s'insérer entre deux lectures un peu plus conséquentes. Il fait moins de 100 pages. Non, il fait 100. Ça, c'est les remerciements.
Ouais, 98 pages. Donc ça va vite se lire. Donc il s'agit de Le Pan, la Veuve et l'Orphelin. Donc le premier tome, j'imagine c'est un tome des Royaumes sans lune. Donc de Tom Dervin. Dervin, je pense. Qui m'a d'ailleurs mis un petit mot. Power off. Ah, me fait peur cette lampe. Elle m'a fait peur. Franchement, on vit dangereusement, hein, nous les booktubeurs, hein, vous croyez quoi? Moi, je vous lis le petit mot parce qu'il est gentil. À Camille, je suis très heureux de pouvoir vous offrir ce second roman qui, je l'espère, saura vous proposer tout votre content de frissons et d'évasion. Vous qui allez faire vos premiers pas dans les royaumes sans lune, je ne peux que vous féliciter d'oser y pénétrer et je souhaite, malgré les affres du voyage qui vous attend, que vous y retourniez à l'occasion avec le sourire aux lèvres. Bonne route. Merci beaucoup Tom, Tom Dervin pour ce petit message. Alors pour le résumé, un chevalier sur le retour, une veuve aux capacités extraordinaires, un orphelin au passé trouble et une malédiction venue d'outre-tombe. Donc apparemment c'est un premier tome, j'imagine. Alors par contre il y a du trigger warning pour public averti, langage grossier, contenu sexuel et scènes violentes. Ok, bon ben on verra ce que ça donne. En tout cas le format est quand même assez grand. Je sais pas si j'ai un... Ouais, ben j'ai un grand format. Il est quand même assez grand. Ouais. Mais il est très fin, 98 pages, donc voilà, je pense que je le lirai rapidement en décembre. J'essaierai de me le caser. D'ailleurs, en parlant de décembre, merci beaucoup à Tom Dervin et à l'attaché de presse des éditions Karénine, qui est de l'auto-édition. En parlant de pile à lire, faudra que je vous montre ma pile à lire de l'hiver. Finalement, je fais pas le Cold Winter Challenge parce que cette année il est très orienté Noël et romance de Noël, couverture dorée, vert, rouge, ce genre de choses, et moi c'est pas trop le genre de la maison, hein, vous me connaissez, moi j'aurais tout mis dans la catégorie thriller, stalactite ensanglantée, et le principe c'est pas de mettre tous les livres au chausse-pied à essayer de les faire rentrer dans les catégories, voilà, ça n'a pas de sens. Donc finalement je participe pas au Cold Winter Challenge cette année, peut-être l'année prochaine, hein, ce n'est que partie remise, mais je me suis quand même constitué une petite pile à lire de saison, voilà, pour l'hiver. Donc je pense que je vous la montrerai plus tard, ou alors j'en ferai une vidéo à part, je ne sais pas encore, mais voilà, je vous en reparle.
Et salut, on est vendredi 15 décembre, je vous reprends pour clôturer ce vlog avec ma dernière lecture que je viens de terminer parce que je me suis rendu compte en montant ce vlog qu'il durait déjà 40 minutes, donc je vais quand même vous libérer. Mais je voulais vous parler de ce livre qui, aussitôt reçu, aussitôt lu, puisque je l'ai reçu au tout début de cette vidéo. Et je l'ai terminé. Donc il s'agit des Meurtres pour retrouver son calme. C'est le 3e tome de la saga des Meurtres zen de Carsten Duse et c'est publié au Cherche Midi. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment de lecture comme à chaque fois avec cette saga. On retrouve notre avocat Björn Diemel qui est qui est toujours dans sa quête de pleine conscience, de retrouver sa tranquillité, de la méditation, etc. Bon, il se trouve que son métier, il est dans la mafia, donc c'est pas de tout repos. Et il va y avoir un incident, en tout cas, le jour de son anniversaire de ses 45 ans. Il va du coup aller voir son thérapeute pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et son thérapeute va se rendre compte qu'il n'a pas totalement abandonné ses vieux démons et que pour éviter de tomber dans la fameuse crise de la quarantaine, il doit aller faire un pèlerinage pour se trouver lui-même et retrouver la voie de la sagesse, de la paix intérieure. Et donc, il va lui conseiller d'aller faire un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà notre ami Björn, notre anti-héros un peu sarcastique qui va se lancer dans cette randonnée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jacques-de-Compostelle. Évidemment ce périple ne va pas être de tout repos puisque comme d'habitude il va y avoir des cadavres qui vont se multiplier autour de lui, parfois un peu à cause de lui, parfois c'est pas de sa faute, mais bon voilà. Est-ce qu'il va réussir à se trouver sous lui-même, à répondre à ses questions existentielles et aussi à éviter la crise de la quarantaine? Voilà, c'est tout le programme de ce livre. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment de lecture comme à chaque fois. Pour moi c'est vraiment la garantie de passer un bon moment de lecture. C'est léger, ça se lit bien. C'est pas prise de tête, les chapitres sont courts, il y a même à chaque début de chapitre il y a des petites citations un peu philosophiques qui nous provient en fait de son coach en fait. Et ça peut être aussi faire écho à notre vie à nous, on peut en prendre bonne note aussi pour tout ce qui est chemin de la pleine conscience, etc. Donc moi j'aime bien ce mélange développement personnel et en même temps on est dans un milieu de mafia avec des meurtres, etc. J'ai envie de qualifier cette saga un peu de cozy mystery mais avec un peu plus de testostérone que habituellement. Habituellement j'aime pas trop tout ce qui est mafia, crime organisé, ce genre de choses dans les livres, c'est pas une thématique qui me bâme quoi, qui m'attire particulièrement, mais là je trouve qu'elle fonctionne à merveille. Et puis c'est drôle, j'aime beaucoup l'humour de Carsten Duse qui est très intelligent, très subtil et un peu sarcastique. C'est vraiment un humour un peu noir que j'aime beaucoup. Björn on l'aime et on le déteste en même temps. Si je peux donner quand même un petit bémol à ce livre, c'est que j'ai trouvé dommage que finalement le pèlerinage on le vit pas tant que ça. Bien sûr on voit Björn qui avance dans son pèlerinage mais c'est quand même assez éludé, on n'a pas toute la partie description des paysages, description aussi de la fatigue, de la souffrance physique comme rédemption, tous ces aspects du pèlerinage en fait sont un petit peu éludés, ce qui est un peu dommage. Moi j'aime beaucoup la randonnée et du coup j'étais un petit peu frustrée de ça. Mais à part ça c'était quand même assez chouette et je dirais le 4e tome qui sera normalement le dernier avec grand plaisir. Je pense qu'il sortira probablement en 2024 j'imagine, mais en tout cas voilà. Et apparemment j'ai appris qu'ils avaient commencé à tourner la série qui va être je crois adaptée sur Netflix. Donc ils ont tout juste commencé à adapter le tome 1 qui d'ailleurs est sorti en poche, je sais pas si je vous l'avais montré. Voilà, il est sorti en poche chez Pocket, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans cette saga qui est vraiment, pas vraiment du cozy mystery, mais c'est pas vraiment non plus de la mafia horrible, c'est un peu entre les deux en fait, et je trouve que le mélange fonctionne très très bien, c'est hyper original et voilà, moi j'adore cette saga.
Voilà, c'en est tout pour ce vlog lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fera très plaisir à l'algorithme mais aussi à moi par la même occasion. Je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!